l'entreprise en question, elle ne devrait plus exister en fait. Elle est juste sur les marchés préférés des Chinois, en pleine compétition mondiale. Et grâce à son évolution sur la digitalisation et l'usine du futur, elle s'en tire plus que largement parce que vous avez aujourd'hui des problèmes pour assurer les commandes. Mais on va commencer peut-être par le début. Racontez-nous la genèse de l'entreprise. Bonjour à vous tous, donc Hervé Vallier, je dirige la société Sori depuis un peu plus de 30 ans. Donc on n'est pas très loin à Tullin, donc sur l'autoroute la 49 en direction de Valence. Aujourd'hui l'entreprise c'est un peu plus de 40 personnes, on doit être 40 euros. Notre métier, c'est la tôlerie fine et notre savoir-faire, c'est la conception et la fabrication de coffrets et de mobilier métallique pour le rangement d'outillage. Donc, tout ce qui est fabriqué chez Sori est, pour ainsi dire, conçu chez nous. On a commencé à développer donc, dans les fin des années 80, quand j'ai repris l'entreprise, parce que c'est la stratégie un peu que j'avais écrite à ce moment-là, tout ce qui était le rangement pour les utilisateurs professionnels qui travaillent dans le domaine du bâtiment, les artisans, donc tout ce qui se transporte, du coffret, du coffre à outils, du coffret métallique, de la caisse à outils, du coffre de chantier, coffre de travaux publics. Après, très rapidement, j'ai développé tout ce qui était le rangement pour les utilisateurs professionnels qui travaillent dans les ateliers, donc les servantes d'atelier, les établis, les armoires de rangement d'outillage. Et puis, dans les fins des années 90, on a fait le rangement entre les deux, donc l'aménagement de véhicules utilitaires. Donc, tout le rangement dans le véhicule utilitaire. Dans les années 80, fin des années 80 jusqu'au début des années 90, globalement, la production, c'était de la production, ce que je veux dire, de la production de masse pour nous, parce qu'on faisait des séries qui étaient déjà assez importantes, de 1000 pièces jusqu'à même 10 000 pièces. Donc en termes de coffrets, et on travaillait pour des grandes marques d'outillage essentiellement, pour lesquelles on faisait des produits labellisés, qui étaient à leur couleur et qui se retrouvaient sur les lieux de vente. Donc le premier gros séisme qu'on a vécu chez Sori dans les années 90, ça a été le fait que tous nos clients sont partis vers chercher des prix, donc partir vers les pays avec des productions des prix low cost, essentiellement la Chine. Et de ce fait-là, j'ai même vu, je suis allé en Chine et j'ai même vu des produits qui sortaient de notre unité de production de Tullin dans les showrooms de fabricants chinois, et j'ai vu les produits serviles, les productions, les copies serviles, parce qu'on avait la propriété intellectuelle de ces produits, sortir des ateliers de production de Chine. Donc ça a été la première difficulté qu'il a fallu traverser. Donc à ce moment-là, j'ai beaucoup déjà commencé à travailler sur l'agilité au niveau de la production. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Je n'ai plus qu'à essayer de répondre sur des marchés, je veux dire, de niche dans ce domaine du rangement, et de faire tout ce que nos clients ne pouvaient pas donner aux Chinois, ou tout ce que les Chinois refusaient de faire vu qu'ils n'avaient pas assez de volume. Donc déjà là, il a fallu commencer tout doucement à réfléchir sur un mode opératoire un peu différent. Donc on est passé, on va dire, de la découpe emboutissage à la tôlerie fine pour pouvoir faire des différents produits sans avoir d'outillage à réaliser en amont et être plus flexible et même plus agile au niveau de la production. Et puis le deuxième séisme qu'on a vécu, à part la crise de 2008-2009 que tout le monde a connue, ça a été l'euro pour nous. Donc l'euro, pourquoi? Parce qu'avant l'euro, Sori, on faisait plus de 25% de notre chiffre d'affaires hors France. Donc que ce soit sur des pays européens, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, ou hors Europe. Mais par contre, ce qui se passait, c'est que chaque fois que je discutais avec un acheteur d'un pays voisin, la discussion se faisait en anglais. Et à partir du moment où vous êtes avec un acheteur qui discute en anglais, qu'il achète dans la zone euro ou hors zone euro, ça ne lui posait pas de problème, vu qu'avec les Chinois ou autres, ils discutent en anglais aussi. Et au moment de l'euro, au début de l'euro, un euro était égal à 1 dollar, on va dire ça comme ça. Parce que Sori vendait 135 euros et que nos clients achetaient 135 $ en Chine, ça leur coûtait 135 euros. Et puis quand l'euro est monté à 1,35, eh bien, moi j'étais toujours à 135 euros. Et puisque le client achetait chez notre confrère chinois à 135 $, ça lui coûtait plus que 100 euros. Donc on a perdu 35% de compétitivité sans rien faire avec la parité. Donc ça a été une très très grosse problématique qu'il a fallu aussi surmonter. Et donc, du coup, moi, au milieu de tout ça, j'ai fait le pari que la parité euro-dollar ne resterait pas à 1,35, qu'elle serait aux alentours des 1,10, 1,15.
Et à partir de ce moment-là, j'ai attaqué une grosse réflexion. Que faire, comment organiser ma production pour que, avec une parité euro-dollar à 1,15, je sois compétitif par rapport aux produits provenant essentiellement de Chine. Vu qu'aujourd'hui, on va dire que Sori, quand j'ai repris Sori il y a un peu plus de 30 ans, on était à peu près 30 PME intervenantes sur ce marché-là, et aujourd'hui on est le dernier indépendant sur le marché. Tous nos confrères ont tous disparu. Et donc avec ce pari-là, ça a été de bosser à la fois encore sur la flexibilité, l'agilité au niveau de la production, et puis comment faire pour réduire nos coûts de production. Donc réduire tout ce qui était manutention, et automatiser la production tout en restant très très flexible et toujours, comme je le dis tout le temps, très agile au niveau de l'outil de travail. Et donc là, vous avez commencé à robotiser. C'est là qu'on a commencé à robotiser. Donc le premier robot qui est rentré dans l'entreprise, c'est pas très très vieux, 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Donc je m'étais inscrit au programme RobotStart PME. Donc ça a été une cellule robotisée pour la soudure par point. Donc c'était des postes qui étaient assez compliqués et on avait 4 ou 5 reprises manuellement avec des manutentions et des postures de travail délicates. Donc ça a été ce premier robot-là. Et puis ce robot, on a appelé, on doit être à 7 ou 8 aujourd'hui dans l'entreprise, 7 ou 8 cellules robotisées dans l'entreprise. Et donc la robotisation, avant la robotisation, je dirais qu'il y a eu un premier pas que j'avais commencé à faire il y a 6 ans. Ça a été je dirais le système d'information, travailler sur l'ERP. Donc on a changé notre outil informatique et on a mis en place un ERP qui est un petit éditeur, mais qui en fait a parfaitement répondu à nos demandes, vu qu'il va du fournisseur jusqu'au client, en gérant toutes les problématiques commerciales. Parce que sur la partie commerciale, si je parle un petit moment de cette partie informatique, sur la partie commerciale, on travaille avec les gros groupes de distribution. Donc on a des prix, un tarif de base, on a des discours et cabots, on a des remises, donc c'est essentiellement de la distribution professionnelle. Donc on a des prix de base, on a une remise de base sur le tarif. Après on a des conditions spécifiques sur certains produits avec des prix par quantité, des prix par quantité panachée. Enfin bref, c'était très compliqué à gérer. On a voulu que tout ça soit plus facile pour la partie gestion commerciale. Et puis, donc du coup, à partir de avec toute la gestion des stocks de tous ces produits standards et les déclenchements des ordres de fabrication avec les besoins auprès des fournisseurs et les différents ordres de fabrication et sous-OF dans l'atelier avec gestion des produits et des stocks intermédiaires. Et puis du coup cet outil d'informatique, il discute avec tout le reste de la production, vu qu'il est directement relié à la partie CAO, donc bureau d'études, on travaille sous SolidWorks, et la partie FAO, donc où là on a plein de logiciels un petit peu spécifiques suivant les cellules, et on a créé aussi des jumeaux numériques aussi pour faciliter toute la partie programmation de ces cellules robotisées. Alors aujourd'hui, vous avez une continuité numérique complète à partir de la conception jusqu'à la livraison. Exact. Conception jusqu'à la livraison avec toutes les gestions de stock, intermédiaires. Bon, ça a été un peu laborieux à mettre en place, je ne vous le cache pas que. Vous avez mis combien de temps? Pour cette partie-là, il nous a fallu 3 ans pour je dirais, commencer à respirer un peu, et puis on progresse encore tous les jours, bien sûr, mais les 3 premières années ont été un petit peu galères. Mais aujourd'hui, je dirais que même s'il y a toutes ces cellules robotisées autour, le système d'information, c'est le cœur de l'usine, et on a intérêt à y faire très attention, quoi. Et ça va jusqu'à quand le bureau d'études décide de changer un élément sur une pièce, l'ordre est donné dans la seconde à l'opérateur. Exact. Tout est vraiment en temps réel dans le système d'information. On change un indice au niveau du bureau d'études. Il est mis immédiatement, de manière transparente, il est sur le système d'information. Et l'opérateur dans l'atelier qui est au pliage, dans la seconde qui suit, il a la pièce, que ce soit au pliage, que ce soit à la découpe, les choses comme ça. Il a la bonne pièce, ce qui fait qu'on produit toujours, on n'a jamais de problème, on n'a plus de problème de lancement de production ou de pièces qui sont faites avec un mauvais indice. Donc ça a été aussi quelque chose d'important au niveau de la qualité aussi, à ce sujet-là. Et l'amélioration de la qualité du rendu. Et vous avez parlé des jumeaux numériques. Votre jumeau numérique, il sert
pour la conception du produit ou c'est le jumeau numérique de l'ensemble du process de production? Le jumeau numérique, c'est sur le process de production. Donc, bon, alors, je vais parler déjà tout petit peu du bureau d'études. Au niveau du bureau d'études, quand on conçoit un produit, bon, parce qu'aujourd'hui, je dirais que l'image de l'entreprise, c'est apporteur de solutions. On apporte des solutions de rangement. Donc, on ne répond pas je dirais, on n'est pas des sous-traitants, on ne répond pas, on ne reçoit pas de plan, de quoi que ce soit. Nos clients viennent avec une problématique et on essaye de résoudre cette problématique et de positionner le produit en fonction de ce qu'on est capable de vendre. C'est-à-dire que soit c'est un produit bas de gamme, moyen de gamme ou haut de gamme. Donc, on travaille là-dessus et on va, au niveau de la conception, on va travailler sur le produit et on va faire une première proposition. Le produit va vivre de manière virtuelle. Donc, on va faire du rendu réaliste qu'on va envoyer au client de façon à ce qu'il ait un produit, voir si même quelquefois plusieurs propositions pour répondre à son image, que ce soit le look extérieur, choses comme ça. Et puis après, un petit dossier technique à côté sur les fonctionnalités, là où se situe le produit. Donc si on est bon à ce niveau-là, on continue d'avancer. Il y a des offres de prix qui vont se faire et puis derrière, on va faire les prototypes. On va faire les prototypes à ce niveau-là. Et donc après pour la partie, comme vous parliez de la partie jumeau numérique, comment ça se passe en fait, c'est ce que l'on a fait pour faciliter, parce que la vraie problématique, nous chez Sori, globalement, j'ai pas d'ingénieur dans l'entreprise. Hein. J'ai zéro ingénieur. J'ai plein de gens, on est parti du métier de base. J'ai plein de personnes qui à l'origine sont des opérateurs de production qui étaient au SMIC amélioré, on va dire ça comme ça. Hein. Et aujourd'hui, j'ai une partie de ces personnes qui font de la programmation et qui font de la super programmation et qui pilotent les robots. Donc, qui font même ça mieux qu'à une période, j'avais déjà eu des ingénieurs et des personnes qui avaient des niveaux licence et des choses comme ça. Et aujourd'hui, on est meilleur en termes de pilotage de ces cellules robotisées. Pour ça, pour dire que des fois, il faut un peu réfléchir sur certaines choses. Et donc, les jumeaux numériques, c'est l'avancée de l'informatique industrielle qui a permis de faire ça. Ce qui fait que nous, si je prends par exemple une cellule robotisée de pliage, où on a la plieuse, et puis devant la plieuse, on a un robot polyarticulé qui est sur un rail, et puis qui va prendre les pièces d'un côté, qui va les se mettre en référence, qui va faire tous les mouvements d'opérateur devant la machine, et après va ranger les pièces sur des palettes. Donc comme ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a numérisé toute cette cellule-là, ce qui fait ce qui est dans l'atelier, on l'a en virtuel, en 3D sur le poste informatique. Et ce qui fait que toute la programmation se fait sur ce poste informatique et ne nécessite plus de vraies connaissances complexes au niveau de la commande numérique, parce que c'est un jeu vidéo. Donc, et ça a permis de rendre ça accessible à des opérateurs qui étaient, comme là je viens de parler du pliage, des opérateurs qui étaient au pliage, qui connaissaient leur plieuse commande numérique, mais avec une autre commande numérique, connaissaient déjà un peu ce métier-là. Et du coup, on les a formés sur ces logiciels-là, alors que c'est des gens qui au départ, il n'y avait même pas d'ordinateur à la maison, hein, pour vous dire, donc c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, ils se sont bien familiarisés avec tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que je dirais que pour moi, cette partie-là, c'est quelque chose qui devient très accessible aux PME. Tout ça parce que l'outil de travail est facile à programmer. Et je prends la cellule robotisée de pliage, je parle de celle-ci. On fait des programmes en 2 heures où il nous fallait peut-être des fois 2 jours avant parce que les pièces, et en plus de ça, il fallait mobiliser la machine avec la commande numérique pour faire des essais, pour se rendre compte, pour savoir si la pièce passait ou pas. Et on faisait plein de tests et puis ça passe pas et on bugnait plein de pièces. Alors qu'aujourd'hui, on fait notre conception. Donc, moi, mes 3 gars, ils sont vraiment tous les uns à côté des autres. Entre le bureau d'études, ils sont 4 ou 5, là. Vraiment les uns à côté des autres. Et donc, ils communiquent en permanence. On conçoit des pièces aujourd'hui, des pièces que nos confrères font en 5-6 éléments qu'ils assemblent après derrière. Nous, on est fait en une seule pièce à ce jour, avec l'amélioration de cet outil de travail. Et on fait tous les tests en amont en numérique, de manière virtuelle, et on voit tout ce qui se passe là où ce qu'il en est. Et lorsqu'on prend la pièce, qu'on la met sur la cellule robotisée, on a juste un tout petit bout de teaching à faire, mais rien du tout pour vérifier, parce que comme on travaille, on fait de la tôlerie fine et qu'on fait du pliage en l'air, c'est des corrections sur les angles de pliage ou les choses comme ça, ou la souplesse de la tôle, l'élasticité de la tôle qui est corrigée. Et la première pièce, elle est bonne, quoi. Donc, et les temps de programmation très très courts. Ce qui fait que nous, on met des robots en route pour faire 40 pièces
Donc, on n'est pas dans l'automobile où vous mettez un robot en route pour faire fonctionner pendant 3 ans avec la même production. Nous, les robots, ils changent 4-5 fois par jour de production, hein. On met la nuit des productions sur des séries un peu plus longues, quoi, voilà. Et ça tourne donc, vous venez de le dire, jour et nuit. Ça tourne jour et nuit, la nuit sans opérateur. Donc le soir, parce qu'on travaille en 2-8, une équipe du matin, une équipe d'après-midi, puis j'ai quelques personnes en journée. Et le soir, avant de partir à 8h30, 9h, les gars mettent en route des productions, alors un peu plus longues, mais comme l'outil de travail est très flexible, on ne fait pas la même production toute la nuit. On peut chaîner 2 ou 3 productions dans la nuit sur une même cellule robotisée. On a des changements d'outils automatiques, des choses comme ça. Et donc ça tourne en dehors des heures. Comme l'usine est complètement connectée aussi, la relation au travail a complètement changé. Ah oui, il faut expliquer, parce que là, vous ne l'avez pas précisé, mais s'il y a un problème dans la nuit, en fait, l'opérateur, il est alerté sur son smartphone. Voilà, on a commencé à mettre en place une petite domotique industrielle, donc la même chose que ce qu'on fait dans l'habitat. Et ce qui fait que les cellules, donc déjà dans l'usine, tout discute, les machines discutent toutes entre elles. Si je prends par exemple que le cas du compresseur, bon là aussi on a mis un compresseur à vitesse variable pour gagner en énergie et choses comme ça. Et lorsque l'usine, les cellules s'arrêtent, au fur et à mesure, elles donnent l'information comme quoi elles sont arrêtées. Et puis lorsque la dernière machine, lorsqu'on n'a plus besoin d'air comprimé, le compresseur s'arrête. Alors qu'aujourd'hui, je vois que dans toutes les usines, si vous tournez la nuit, la production qui s'arrête à 4h du matin, c'est le gars qui arrive le matin. Si vous mettez ça le samedi, c'est le gars qui arrive le matin qu'il faut qu'il appuie sur le bouton arrêt du compresseur. Ça, nous, on ne le fait plus. Et puis on a mis comme tout est connecté à distance, les gars peuvent se connecter de chez eux aussi, donc ça a changé aussi la relation au travail. Je leur dis attention, vous n'êtes plus là pour faire 35 heures, vous êtes là parce que vous avez une ressource à votre disposition, et moi ce qui m'intéresse c'est que cette ressource-là, elle fonctionne le plus longtemps possible, parce que j'ai besoin d'amortir, j'ai besoin de vendre beaucoup d'heures là-dessus, parce que je vends mes heures pas chères. Donc que vous soyez présent à l'usine ou pas présent, ça ne me pose même plus de problème. Que ce soit, là on parle tout à l'heure de le cas d'un soir, si c'est un soir, la cellule, parce que on a toujours des pièces en mouvement de partout, hein, puis nous c'est de la tôlerie, donc c'est un peu compliqué, et puis on a des limites à tout. Et la cellule, vous mettez en route à 9h, et puis à 9h30, pof, ça s'est arrêté parce qu'il y a une pièce qui a été prise, elle est un petit peu de travers, et ça a tout bloqué. Donc là, si vous ne revenez pas à l'usine, l'usine s'est arrêtée jusqu'au lendemain matin. Alors que là, avec la connexion à distance, alors pour faciliter les choses, ce que l'on a fait maintenant, donc ils ont l'information à la fois, ils peuvent avoir l'information sur le smartphone. Si le gars se connecte via un PC chez lui, il peut donc prendre les commandes à distance. Ce que l'on a fait aussi pour qu'il voit ce qui se passe, alors, il allume la lumière dans la zone, on a des caméras, donc il voit ce qui se passe et il prend ses commandes, il pilote son robot, il va débloquer la pièce, la situation. Bon, c'est pas toujours possible, mais dans 80% des cas, on y arrive. Il débloque la situation et la cellule est repartie. Et donc, le lendemain matin, le gars qui arrive à 5h va retrouver sa production faite. Chose qui n'était pas facilement réalisable avant. Et donc, ça change le rapport au travail. Et donc, ça change aussi l'organisation dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'avez plus de chef d'atelier, par exemple. Ah oui, exact, oui. Aussi, là, on n'a plus de chef d'atelier chez Sori. Donc, c'est tout le système d'information qui pilote. En fait, j'ai une fille, Nathalie, qui fait la coordination de la production, qui en fonction, donc qui reçoit qui gère toutes les commandes qui rentrent tous les jours. Et en fonction de ça, et nos niveaux de stock, ça va déclencher les ordres de fabrication. Et puis, donc, elle va gérer les priorités dans l'atelier, donc vu que tout est en temps réel là aussi. Ce qui fait que, par exemple, il y a plus de ventes qui se sont faites dans un produit que dans un autre qui est en cours de production. Et elle va le repasser en priorité. Et les gars qui sont sur les postes, je reprends toujours le prendre du coup du pliage là. Au niveau du pliage, ils ont leur ordre de priorité de ce qu'ils ont à faire. Et puis si elle a basculé les choses, dans la pièce qu'il va prendre après, il va prendre la pièce qu'elle aura remontée en priorité. D'accord. Et alors, du coup, aujourd'hui, vous avez gagné des nouveaux marchés. Grâce à ça, parce que vous êtes plus souple et moins cher. Alors donc, oui, il y a deux choses. Donc, c'est vrai qu'avec la robotique, on a gagné sur... La première objectif, c'était sûr que c'était la compétitivité internationale de l'entreprise. Sinon, dans les 5 ans, on allait faire comme nos confrères, ou disparaître, ou rester n'être plus,
acteur, même si on est petit, je dirais, acteur connu sur nos marchés. Je vous disais que vous aviez gagné en compétitivité aujourd'hui et sur les prix et sur la qualité. Voilà, donc la compétitivité, le premier objectif c'était récupérer redevenir compétitif au niveau international, mais on y a gagné à la fois sur les conditions de travail, parce que ce que des opérateurs manipulaient à la main, aujourd'hui c'est manipulé par les robots. Donc il y a des endroits où on a carrément supprimé les troubles musculo-squelettiques et d'autres endroits où on les a réduits très fortement. Et puis aussi, ça a été un ascenseur social, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, j'ai aujourd'hui 7 ou 8 personnes qui étaient chez Sori en tant qu'opérateur sur la machine, c'est-à-dire sur une poinçonneuse à commande numérique. Je prends ma tôle, je la pose sur la machine, j'appuie sur le bouton. Quand la tôle sort, je fais ce qu'on appelait le dégrappage des pièces, les bavurages des pièces et le triage des pièces. Voilà ce que le gars faisait. Aujourd'hui, ils ne font plus ça. C'est tout fait en automatique et ils font la programmation de ces machines-là. Donc, du coup, bien sûr, moi, ça m'a permis de les faire progresser en rémunération. Donc, ils ont amélioré leurs conditions de travail. Ils ont un niveau de rémunération qui est nettement plus élevé. C'est des gars qui étaient, je veux dire, en location dans des habitations à loyer modéré. Aujourd'hui, ils ont fait de l'accession à la propriété. Et tous ces gars-là qui font toutes ces programmations-là, ils ont une super appartenance à l'entreprise. Ils n'ont même pas conscience de leurs compétences à ce jour, je vais presque le dire. Et du coup, ils sont même avec leur téléphone portable, ils font des vidéos, et puis le soir, ils montrent, regarde les nouvelles pièces qu'on a fait, des choses comme ça. Ils ont une super... Et donc cette démarche, vous l'avez commencé c'est tôt, c'est il y a 6 ans? Alors, il y a 6 ans, c'est l'informatique, mais dans l'atelier, il y a 3 ans. D'accord. 3 ans. Donc depuis 6 ans, vous avez investi. Ok, ça coûte de l'argent. Ah oui, quelques millions d'euros. Oui, j'ai fait les 2 dernières années, sur deux dernières années et demie, j'ai fait 3,5 millions d'euros d'investissement. Et l'entreprise fait maintenant 6,2 millions de chiffre d'affaires, pour vous situer. Avec 40 personnes. Avec 40 personnes. Et vous avez embauché, on a embauché 5 personnes. On a créé 5 emplois, oui, du coup. Et voilà. On cherche à en créer encore. On en a 5 emplois potentiels. Et le retour sur investissement, vous l'avez calculé? C'est clair que est-ce que vous avez déjà couvert ou sincèrement, un peu le même cas qu'a expliqué M. précédemment, c'est que malgré ces gros investissements et ces niveaux d'amortissement très élevés, on a baissé nos prix de vente. Ce que je vendais 135 €, je suis à 115 € aujourd'hui. Donc voilà, et on a amélioré la profitabilité de l'entreprise. J'ai mis en place, c'est moi qui ai voulu le mettre en place pour expliquer, parce que quand j'ai mis en place cette stratégie, j'ai eu beaucoup de peur du personnel. Il a fallu vaincre ces peurs à plein de niveaux, parce que on dit c'est plus nous demain, qu'est-ce qu'on va faire, on va disparaître, ces choses-là. Je dis non, il y aura zéro licencié et vous allez voir, on va même créer de l'emploi. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc sur le retour sur investissement, parce que vous avez mis combien de temps? Ça a été hyper rapide. Dès la première année, on a commencé à trouver du retour sur l'investissement. D'accord. Comme je dis, la profitabilité de l'entreprise a largement augmenté. Et du coup, ça m'a permis de mettre en place aussi un accord d'intéressement sur la productivité, sur le résultat d'exploitation de l'entreprise. Et tout le monde y a gagné. Ils ont gagné aussi en rémunération, sincèrement. Donc c'est une entreprise qui fait bon vivre. Oui, très vrai. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une super ambiance. Moi, j'ai une super équipe derrière moi. Et l'image de l'entreprise a complètement changé. Il y a 30 ans, donc on est toujours sur Tulin. Il y a 30 ans, ce qu'ils disaient en Tulin, tu travailles où? À la Sori. Oh putain, tu vas à la mine. Pour reprendre les termes. Et aujourd'hui, on a une image qui est complètement différente. Et on est une des belles entreprises de Tulin, des PME de Tulin. Donc vous embauchez, vous cherchez à embaucher. On cherche encore à embaucher, parce que vous avez besoin. Et est-ce que vous allez privilégier, est-ce qu'il vaut mieux embaucher des plieurs, des tauliers, des ouvriers spécialisés que vous allez former à la robotique, ou alors il vaut mieux des gens qui sont férus en informatique, qui s'y connaissent et que vous allez former au métier? Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans des personnes, je dirais, partie métier de base, et qu'on va faire évoluer sur le pilotage de toutes ces cellules.
Parce que je dirais que c'est le retour d'expérience que l'on a. Comme je l'ai dit, sur les anciennes machines commandes numériques que l'on avait, j'avais des BTS, des licences qui faisaient la programmation et l'optimisation de la matière première. Et aujourd'hui, on a amélioré l'optimisation du pilotage de ces machines et on a réduit nos taux de chute. Et au niveau du pliage, on a amélioré les temps de production aussi. On a fait plein de petites choses, quoi. Alors, à vous la parole. Vous avez des questions? Oui, non? Je veux dire une petite chose encore, je vous en prie. Permettez. Concernant la flexibilité de l'entreprise avec la partie robot, cette robotisation, un des points importants qui nous a fait beaucoup, qui nous a fait gagner aussi et, au niveau de je dirais de la compétitivité internationale, c'est que je veux dire, je vais prendre un peu notre métier. Quand vous faites un meuble, que ce soit un caisson, que ce soit une servante d'atelier, un caisson pour des tiroirs ou une armoire, quand vous faites un meuble, vous avez un côté droit, un côté gauche, un dessus, un dessous et une face arrière. Sur toutes les machines, sur toutes les usines modernes que j'ai visitées encore très récemment, qui sont des machines pilotées numériquement, qui ont des machines commandes numériques, lorsqu'on a une petite série de 100 meubles à faire, qu'est-ce que l'on fait? Sa machine commande numérique complexe, même si elle est complexe, on va la programmer pour faire plier les 100 côtés droits. On va plier après les 100 côté gauche, on va plier les 100 dessus, les 100 dessous, les 100 face arrière. Et une fois qu'on a ces 5 fois 100 pièces, on va pouvoir amener ça au poste d'assemblage. Et autour du poste, le gars va prendre un conteneur de chaque et il va assembler ces 5 pièces pour faire son caisson. Aujourd'hui, nous, avec l'unité de l'eau à ce niveau-là, c'est 1. Et avec les robots, on prend les pièces et des machines qu'on a fait développer aussi, que j'ai fait développer par un fabricant italien. Et la machine se reconfigure automatiquement au niveau du pliage, instantanément, d'une pièce à l'autre, sans intervention. C'est-à-dire que comme je suis là, on peut travailler sur la machine. Et ce qui fait que le robot va faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et à la sortie, donc sur un gravitaire, l'opérateur reçoit les pièces dans l'ordre où il veut et il fait l'assemblage en temps masqué. Et du coup, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de faire de série, si on prend de servantes d'atelier ou de caisson particulièrement. Et il fait l'assemblage, et l'assemblage est fait en temps masqué, ce qui fait que pour un produit, si on prend un caisson, on va le découper soit au laser, soit en poinçonnage, de manière automatique sans intervention humaine. On va prendre les palettes, on va les mettre au niveau du poste de pliage, on va les plier sans intervention humaine et un sonome va commencer à toucher les pièces à la sortie du pliage pour faire l'assemblage et la pièce est terminée, on la pose en chaîne de peinture. Ce qui fait qu'on fait en 7 minutes ce que nos confrères font en 25 minutes à ce jour. Et voilà. En plus, ça vous permet sans doute de faire de la personnalisation de masse, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de changer le type de produit que vous vendez. On fait de la customisation en outrance. Ouais. La personnalisation ne pose aucun problème. On fait un produit personnalisé au prix d'un produit approvisionné à la série. Alors moi, je raconte une petite histoire vite fait pour convaincre aujourd'hui un client de venir chez nous parce que aujourd'hui on a encore beaucoup de nos clients qui sont vers la Chine. On en récupère tout doucement quelques-uns. Pourquoi? Parce que quand je vais les voir, je leur dis on est devenu compétitif. Attendez, par rapport aux Chinois, on n'a personne en Europe qui est capable de nous fournir des servantes d'atelier. Je prends le cas des servantes d'atelier. Donc je vois l'acheteur. Donc si je vois juste l'acheteur, allez, je suis peut-être 2-3% plus cher que le chinois. Donc là, l'acheteur, il est noté que sur le prix, donc il va dire non, c'est pas bon. Je dis écoutez, je voudrais bien voir votre directeur commercial, je voudrais bien voir votre directeur financier, puis je voudrais bien voir la logistique. Donc là, je discute parce que si je prends le cas je vais prendre le cas du Père Noël par exemple. Pour Noël, tous les jouets, ça vient tout de Chine, donc globalement. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au mois de mars, on passe les commandes en Chine. Mais sur le servant d'atelier, c'est exactement la même chose. On passe les commandes en Chine, je prends les servants d'atelier, je fais la promo pour Noël, je vais prendre des 5, des 6 et des 7 tiroirs. Donc je consulte Madame Soleil, combien est-ce que je vais en vendre de chacune? J'en sais rien, donc je fais une commande de chacune. Allez, je vais dire n'importe quoi, 1000 pièces de chaque, vu que je suis en Chine et je fais du volume. Donc le chinois va produire. Au mois de juillet, donc là quand on va passer la commande, on va faire un petit chèque de 30% d'acompte. Au mois de juillet, le chinois va expédier les pièces. Il va falloir payer le solde. Elles vont transiter juillet-août. Septembre, au mois de septembre-octobre, vous faites votre logistique et puis vous avez les commandes qui commencent à se passer. Vous livrez les magasins et puis après, arrivé au mois de novembre, les ventes se font. Et puis, tiens, c'est des 7 tiroirs qui se sont bien vendus. J'ai plus de 7 tiroirs. Si je recommande en Chine, Noël, c'est à Pâques. Donc la promo, elle est morte.
Et puis des 5 et des 6 tiroirs, on n'en a pas vendu beaucoup. Ben, qu'est-ce que je fais? On s'assoit dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le commerce, au mois de janvier, ben, on fait les soldes. Parce qu'il faut rentrer de l'argent, il faut vider les stocks pour approvisionner, pour pouvoir recommander au mois de mars. Donc quand on commande chez Sori, par exemple, pour Noël, eh ben, on ne commande pas au mois de mars. On va se mettre en jambe en septembre, par exemple, septembre. Voilà, puis on va dire, ben, on pense vendre ça, ça et ça, pas de problème. Et puis toutes les semaines, avec notre client, on va faire du relationnel toutes les semaines. Eh ben, tu as vendu quoi? Eh ben, j'ai vendu ça, 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 ça. Ben, je te mets 12 des 7 tiroirs, je te mets 28 des 5, 80 des 6, enfin bref, je dis n'importe quoi. Et puis toutes les semaines, on va lui livrer ce dont il a besoin. Et ce qui fait que le directeur commercial, il a la banane parce qu'il n'a pas loupé une seule vente. Donc il a atteint ses objectifs, il a sa prime. La logistique, ils sont contents plutôt que d'avoir 2000 mètres carrés, parce qu'on fait des produits volumineux, nous, quand même, on vend que du vide. Hein. Les caisses, elles sont toutes vides à l'intérieur. Plutôt que d'avoir 2000 mètres carrés de stockage, eh ben, il n'a rien du tout. Et puis le directeur financier, eh ben, quand il a commandé chez Sori, on applique la LME, il nous paye à 45 jours fin de mois, donc il finit de nous payer, la promo est déjà finie de l'autre côté. Quoi. Donc voilà. Eh bien parfait.